À 2900 km sous la chaise où vous êtes assis en ce moment, sous le plancher, sous le socle rocheux, sous les couches en fusion qu'aucun forage n'a jamais approché de près ou de loin, il y a deux masses de la taille de continents qui n'appartiennent pas à cette planète. Chacune d'elles est plus grande que la Lune. Elle repose juste au-dessus du noyau de fer, lente, dense et chimiquement anormale, et elle se trouve là depuis presque toute l'histoire du monde. Ce soir, vous allez apprendre que l'une des planètes les plus mortes de la galaxie n'est pas une tache floue dans un relevé astronomique lointain. C'est celle sur laquelle vous vous tenez debout. On a tendance à considérer la Terre comme une entité unique, un seul monde, une seule histoire qui a commencé une fois et qui se poursuit depuis lors. Ce n'est pas ce que disent les roches. Les roches disent que la Terre est une fusion. Deux corps fondus en un seul, et un seul d'entre eux a eu le droit de garder son nom. Retenez bien cela un instant, car tout le reste de cette nuit en découle. Bien au-delà de la lisière de n'importe quelle étoile, des planètes dérivent dans l'obscurité totale à des centaines de kilomètres par seconde, n'orbitant autour de rien, éclairées par rien. Et il pourrait y en avoir davantage que d'étoiles dans le ciel. En janvier de cette année, des astronomes en ont mesuré une pour la toute première fois. Un monde ayant la masse de Saturne, à près de 10 000 années-lumière de nous, repéré uniquement parce que sa gravité a courbé la lumière d'une étoile située derrière lui. Et il y en a une plus étrange encore, un monde sans foyer qui se nourrit dans le noir, avalant 6 milliards de tonnes de gaz chaque seconde, sans aucun soleil pour le réchauffer. Et puis il y a les étoiles qui dévorent. Quand une étoile comme la nôtre meurt, elle laisse derrière elle une braise dense de la taille de la Terre. Et nous avons trouvé ces braises avec les restes broyés de leur propre planète étalés sur leur surface comme une tache. Fer, magnésium, silicium, les résidus chimiques de mondes qui ont été déchiquetés et qui ont plu sur le cadavre de la chose qui les tenait jadis au chaud. Voilà de quoi il est question ce soir. Pas d'une visite de beaux paysages, mais d'un inventaire de faim. La galaxie n'est pas principalement remplie de mondes vivants qui attendent d'être découverts. Elle est principalement remplie de tombes, certaines cachées, certaines à la dérive, certaines encore faiblement luminescentes de la chaleur de ce qu'elles furent autrefois. Et la partie la plus troublante n'est pas le nombre qu'il y en a là-bas, c'est la proximité de la plus proche. Avant d'aller plus loin dans le noir, si vous trouvez une sorte de calme étrange dans ces longues questions silencieuses, vous pouvez le faire savoir à la chaîne en laissant un pouce en l'air, et vous pouvez vous abonner pour rester proche du prochain épisode. Les commentaires en dessous sont l'endroit où les meilleures de ces conversations ont lieu. Alors laissez-y votre propre réflexion où qu'elle vous mène. Installez-vous confortablement, tamisez la lumière et commençons. Chapitre 1. Le cadavre à l'intérieur de la Terre. Dans les années 1980, des géophysiciens qui étudiaient la manière dont les tremblements de terre se propagent à travers la planète ont découvert quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Les ondes sismiques traversent la roche à des vitesses prévisibles, plus vite à travers un matériau froid et dense, plus lentement à travers un matériau chaud ou chimiquement différent. En chronométrant ces ondes à mesure qu'elles traversaient l'intérieur profond de la Terre, arrivant aux instruments disséminés autour de la surface quelques secondes plus tôt ou plus tard que ce que les calculs avaient prédit, les scientifiques ont pu construire une sorte d'échographie de l'intérieur de notre planète. Ils pouvaient percevoir des formes qu'ils n'atteindraient jamais. Et cette échographie a révélé deux énormes régions près du fond du manteau, juste au-dessus du noyau, où les ondes ralentissaient brusquement et refusaient de se comporter normalement. L'une se trouve sous le continent africain, l'autre sous l'océan Pacifique. Chacune fait environ 2 fois la taille de la Lune, non pas seulement en largeur, mais comme une vaste masse empilée s'élevant au-dessus du noyau comme une chaîne de montagnes retournées à l'intérieur du monde. On les a appelées les grandes provinces à faible vitesse, nommées d'après ce ralentissement révélateur des ondes. Et pendant 40 ans, elles ont constitué l'une des grandes énigmes non résolues de la planète sous nos pieds. Elles étaient plus denses que le manteau qui les entourait. Elles étaient faites d'une matière différente, et personne ne pouvait dire d'où elles venaient ni comment elles avaient survécu intactes aussi longtemps, sans simplement se mélanger à nouveau à la roche, brassage autour d'elles. Les géologues leur ont aussi donné des noms plus intimes. Thuzo sous l'Afrique, Jason sous le Pacifique. Deux formes endormies baptisées presque comme de vieux amis, stationnées à la frontière entre la roche et le fer en fusion, dans un endroit qu'aucune lumière n'a jamais touché et qu'aucun instrument ne visitera jamais. Ensemble, elles couvrent quelque chose comme un quart de la surface du noyau. Ce ne sont pas de petites anomalies nichées dans un recoin de la planète. Elles font partie des plus grandes structures à l'intérieur de la Terre, plus grandes que n'importe quelle montagne, plus grandes que n'importe quel bassin océanique. Et pendant toute la durée de l'histoire humaine, nous n'avions aucune idée qu'elles étaient là. Des gens ont bâti des civilisations directement au-dessus d'elles et n'ont jamais rien senti. Puis en 2023, une équipe dirigée par des chercheurs de Caltech a publié une réponse dans la revue Nature, et elle a recadré la question tout entière. Vous connaissez déjà une partie de cette histoire, même si vous ne l'avez jamais entendue raconter de cette façon. Il y a environ 4,5 milliards d'années, quand le système solaire était jeune, encombré et violent,
Un corps à peu près de la taille de Mars a percuté la Terre encore à l'état d'enfance. On appelle ce corps Theia. La collision a été si gigantesque qu'une gerbe de débris en fusion a été projetée en orbite. Un anneau incandescent de roches vaporisées encerclant la planète blessée, et avec le temps, ces débris se sont rassemblés et refroidis pour former la Lune. C'est l'hypothèse de l'impact géant, et c'est l'explication dominante de la formation de la Lune depuis des décennies. La chimie des roches lunaires que les astronautes d'Apollo ont rapportées chez nous colle avec cette hypothèse. Le moment cinétique du système Terre-Lune colle également. C'est l'une des idées les mieux étayées de la science planétaire. Mais il y a toujours eu un fil qui pendait, et il taraudait les gens. Si Theia a vraiment existé, où est-elle passée? On n'a jamais trouvé un fragment d'elle dans la ceinture d'astéroïdes. On n'a jamais trouvé une météorite qui lui corresponde clairement. Un monde entier de la taille de Mars nous a percutés et a ensuite semblé s'évanouir sans laisser d'adresse. Un objet de cette taille ne s'évapore pas simplement. La masse doit aller quelque part. Elle n'a pas le droit de disparaître des registres. Les travaux de Caltech ont proposé quelque chose de discrètement stupéfiant. Theia n'a pas disparu. Quand elle a frappé, une portion de son manteau, plus riche en fer et donc plus dense que le nôtre, a coulé à travers la jeune Terre en fusion comme une pierre tombant dans l'eau et s'est déposée tout au fond. Juste au-dessus du noyau, elle est restée. Maigre consolation pour une planète morte que d'être avalée tout entière puis maintenue en place pendant toute la durée de l'existence du monde. Les deux masses ne sont pas des hétérogénéités aléatoires soulevées par un brassage ordinaire du manteau. Elles pourraient être le corps enseveli de Theia elle-même, le cadavre littéral du monde qui a créé notre Lune, préservé au centre de la Terre comme quelque chose de pressé au fond d'un livre. Laissez cette idée traverser votre esprit lentement. Le matériau de ces provinces a été mesuré à quelque chose comme 2 à 3,5% plus dense que le manteau environnant. Cela ressemble à une petite différence, presque rien, une erreur d'arrondi. Mais ce minuscule excès de poids est exactement ce qui l'empêche de se mélanger à nouveau. Il a coulé parce qu'il était lourd. Et il reste au fond parce qu'il est lourd, retenu en bas, trop dense pour remonter. Trop obstiné pour se dissoudre. Alors il est resté chimiquement distinct pendant 4,5 milliards d'années, poursuivant sa route en dessous de tout ce qui s'est jamais produit à la surface. Les premiers océans se sont formés au-dessus de lui. Les continents se sont assemblés, déchirés et réassemblés au-dessus de lui. Les dinosaures ont vécu et sont morts au-dessus de lui. Chaque guerre, chaque ville, chaque personne qui a jamais vécu l'a fait sur la mince peau éclairée d'une planète avec un monde mort enfoui dans son cœur. Vous êtes né au-dessus de lui. Vous êtes au-dessus de lui en ce moment même. Ainsi, la Terre n'est pas une seule planète, elle en est deux. Un monde vivant et un monde mort, fusionnés au moment de la naissance du premier. Et la couture entre les deux n'a jamais complètement cicatrisé. On a nommé l'un d'entre eux et on a bâti toute notre compréhension de la géologie dessus. On a oublié que l'autre était même là jusqu'à ce que les tremblements de terre nous en livrent la forme. Il y a un sentiment qui accompagne cette révélation, et il vaut la peine de s'y attarder plutôt que de le balayer d'un revers de main. On regarde vers l'extérieur pour trouver des mondes morts. On construit d'énormes télescopes et on les pointe vers le ciel pour les trouver à des années-lumière de distance, faibles et lointains et en sécurité à l'écart de nous. Le genre de choses qu'on peut étudier sans qu'elles vous touchent. Et pendant tout ce temps, la tombe planétaire la plus proche de la galaxie se trouvait directement sous nos pieds, plus proche que la face cachée de notre propre planète, dissimulée si bien qu'il nous a fallu les secousses du sol lui-même pour la révéler. Ce qui soulève la question qui nous entraîne dans le noir. Si un monde mort de cette taille peut se cacher à l'intérieur d'un monde vivant et rester caché pendant des milliards d'années, combien nous en manque-t-il quand nous levons enfin les yeux? Chapitre 2. Les mondes sans foyer. Imaginez une planète ayant à peu près la masse de Saturne, sans aucun soleil dans son ciel. Aucun. Pas une étoile distante et faible. Pas un trou rouge pâle posé bas sur l'horizon. Rien du tout. Elle se déplace à travers l'espace interstellaire à une vitesse qui la porterait d'un bout à l'autre d'un pays en quelques secondes. Et elle se déplace ainsi à travers la nuit absolue depuis plus longtemps que la Terre n'existe. Sa surface, si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous y tenir debout et survivre, ne voit aucun lever de soleil. Elle n'en a jamais vu. Elle n'en verra jamais. Il n'y a pas de jour là-bas, pas de saison, pas d'ombre qui raccourcit à midi parce qu'il n'y a pas de midi. Il n'y a que la planète, le froid et le noir qui s'étendent à jamais dans toutes les directions. Ce sont des planètes errantes, des mondes en dérive libre. Les astronomes les appellent des planètes qui n'orbitent autour d'aucune étoile. Et la chose la plus étrange à leur sujet n'est pas à quel point elles semblent solitaires, bien qu'elles le semblent effectivement. C'est leur nombre potentiel. Pendant longtemps, elles étaient presque théoriques. On pouvait les imaginer, les esquisser sur le papier, débattre à leur sujet, mais on n'avait aucun bon moyen d'en trouver réellement une. Une planète n'émet pratiquement pas de lumière par elle-même. Une planète normale reflète au moins la lumière de son étoile, brillant faiblement d'un éclat emprunté. Mais un monde errant n'a pas d'étoile à qui emprunter. C'est un objet froid et sombre, contre un arrière-plan froid et sombre, et les astuces habituelles que nous utilisons pour trouver des planètes échouent toutes en même temps. On ne peut pas le voir directement.
On ne peut pas le regarder passer devant son étoile et diminuer légèrement la lumière, comme on le fait pour trouver la plupart des exoplanètes, parce qu'il n'a pas d'étoile devant laquelle passer. On ne peut pas détecter l'oscillation gravitationnelle qu'il imprime à son Soleil, parce qu'il n'y a pas de Soleil à faire osciller. Il est invisible par tous les moyens ordinaires. Il existe exactement une méthode qui fonctionne, et elle est belle d'une façon légèrement inquiétante. Quand une planète errante passe directement entre nous et une étoile beaucoup plus lointaine, sa gravité courbe la lumière de cette étoile d'arrière-plan, la focalisant comme une lentille grossière et déformée. Pendant quelques heures ou quelques jours, l'étoile lointaine semble s'éclaircir, puis revenir à la normale, tandis que la planète poursuit son chemin. La planète elle-même reste complètement invisible pendant tout ce temps. On ne la voit jamais. On ne voit que ce que sa masse fait à la lumière de quelqu'un d'autre. De la même façon qu'on pourrait savoir qu'une personne invisible a traversé une pièce sombre uniquement parce qu'elle a brièvement bloqué une bougie brûlant sur le mur opposé. Cette technique s'appelle la micro-lentille gravitationnelle. Et pendant des années, elle nous a donné une réponse frustrante, à moitié satisfaisante. On pouvait dire que quelque chose de massif était passé devant une étoile lointaine. On pouvait mesurer comment la lumière avait augmenté puis diminué. Mais on ne pouvait pas déterminer la masse réelle de l'objet, parce qu'un petit objet proche de nous courbe la lumière de façon presque exactement identique à un gros objet éloigné. Les deux possibilités se brouillent en un signal unique et ambigu. Les astronomes appellent cela la dégénérescence masse-distance. Et cela signifiait que chaque candidat planète errante venait accompagné d'un haussement d'épaule. On savait que quelque chose se trouvait là. On ne pouvait pas dire ce que c'était, ni sa taille, ni sa distance. Une détection qui refusait de devenir une mesure. Ce haussement d'épaule a pris fin en janvier de cette année. Une équipe dirigée par Subu Dong de l'université de Pékin a réussi quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ils ont capté un seul événement de micro-lentille depuis deux endroits différents en même temps. Des télescopes au sol ont regardé l'étoile d'arrière-plan s'éclaircir. Et l'observatoire spatial Gaïa, positionné loin de la Terre dans l'espace, a regardé exactement le même événement depuis un angle légèrement différent, enregistrant son pic environ 2 heures plus tard que les télescopes au sol. Ce petit décalage dans le temps et la perspective est la même astuce que vos deux yeux utilisent pour juger les distances. Chaque œil voit le monde depuis une position légèrement différente et votre cerveau compare les deux pour évaluer à quelle distance se trouvent les choses. Avec deux points de vue séparés par une immense étendue d'espace au lieu de quelques centimètres, l'équipe a pu enfin briser la dégénérescence qui avait vaincu tout le monde avant eux. Les chiffres sont sortis nets. L'objet se trouve à environ 9800 années-lumière de distance, à peu près aux 2/3 du chemin vers le centre de la galaxie. Sa masse est d'environ 22% de celle de Jupiter, ce qui le place à peu près à la masse de Saturne. Pour la première fois dans l'histoire, une planète errante avait à la fois une masse mesurée et une distance mesurée. Pas une estimation, pas une fourchette accompagnée d'un haussement d'épaule, un monde réel pesé et situé, dérivant seul dans le noir, et désormais inscrit dans nos catalogues comme un fait confirmé plutôt qu'un peut-être. Et voici ce que la mesure nous a dit sur ses origines. Sa masse était trop faible pour qu'elle se soit formée de la manière dont une étoile se forme, en s'effondrant toute seule à partir d'un nuage de gaz. Les étoiles et les étoiles ratées que nous appelons naines brunes ont besoin de beaucoup plus de matière pour déclencher leur formation. Quelque chose de la masse de Saturne s'est presque certainement formé de l'autre façon. De la façon dont les planètes se forment, dans un disque plat et tournant de gaz et de poussière autour d'une jeune étoile. Ce qui signifie qu'elle avait un foyer autrefois. Elle avait un soleil et puis elle en a été éjectée. C'est la partie qui vous reste en tête. La plupart des planètes errantes ne sont pas nées seules, elles ont été exilées. Dans le chaos d'un jeune système planétaire avec plusieurs planètes qui se bousculent toutes pour des orbites stables, les mathématiques gravitationnelles ne sont pas toujours clémentes. Les mondes tirent les uns sur les autres à chaque passage rapproché. Une rencontre trop proche entre deux planètes peut en propulser une vers l'extérieur à une vitesse considérable, la catapultant hors de portée de son étoile pour toujours. La même physique que nous utilisons pour lancer nos propres vaisseaux spatiaux vers les planètes extérieures, mais transformée en sentence de bannissement permanent. La planète ne meurt pas lors de l'éjection. Elle s'en va simplement, et puis elle continue de s'en aller, tombant vers l'extérieur à travers l'espace interstellaire dans une nuit qui n'a ni plancher ni mur lointain, emportant lentement avec elle la chaleur avec laquelle elle est née dans le froid. À quel point est-ce courant? La réponse honnête est que nous comptons encore, mais les premières estimations sont stupéfiantes. Il pourrait y avoir plus de planètes errantes à la dérive dans la galaxie que de planètes liées à des étoiles. Plus de mondes errants que de mondes ayant un foyer. Une population cachée, vaste, sombre et presque entièrement indétectée, que nous commençons tout juste à entrevoir à travers ces rares scintillements de lumière courbée. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu pour 2027, devrait en trouver des centaines lors de sa première campagne d'observation, transformant une poignée d'errants connus en un véritable recensement des exilés de la galaxie.
Mais le plus étrange des mondes errants que nous ayons trouvés ne correspond pas du tout au portrait solitaire et glacé. Il s'appelle Cha à 107-7626 et il se trouve à environ 620 années-lumière de nous, dans la constellation du Caméléon. Il a une masse quelque part entre 5 et 10 fois celle de Jupiter, et il est jeune, seulement 1 à 2 millions d'années. Selon les standards des planètes, qui se mesurent habituellement en milliards d'années, c'est un nouveau-né. La nôtre a environ 4 milliards et demi d'années. Celui-ci sort à peine du berceau et il se nourrit. Des astronomes utilisant le très grand télescope au Chili l'ont observé devenir plus brillant au milieu de l'année dernière, et des observations de suivi avec le télescope spatial James Webb ont confirmé ce qui se passait. La planète est entourée d'un disque de gaz et de poussière, du matériau résiduel de sa formation, et ce matériau tombe sur elle, un processus appelé accrétion. En août 2025, elle aspirait de la matière à un rythme de 6 milliards de tonnes par seconde. 6 milliards de tonnes chaque seconde, à peu près 8 fois plus vite qu'elle ne le faisait quelques mois auparavant. C'est la croissance la plus forte jamais enregistrée pour une planète de quelque type que ce soit, ou que nous ayons jamais observée. De puissants champs magnétiques semblent canaliser le gaz vers la surface, le dirigeant de la même manière dont on pensait que seules les jeunes étoiles pouvaient le faire. Et là où le matériau en chute libre s'écrase, il chauffe le monde jusqu'à en faire un point incandescent. Les astronomes ont même détecté de la vapeur d'eau dans le gaz qui spirale vers la surface. C'est un monde sans foyer. Il n'a pas d'étoiles pour l'éclairer, pas de soleil pour l'ancrer, pas d'orbite à appeler sienne. Et pourtant, il fait quelque chose que l'on ne voit habituellement qu'autour de jeunes étoiles, se goinfrant dans le noir, grossissant de seconde en seconde, se construisant à partir du froid, sans rien pour le réchauffer de l'extérieur. Une planète qui se nourrit là où il n'y a pas de soleil, qui brouille la frontière entre ce qui est une planète et ce qui est une étoile, seule dans le noir et prospérant malgré tout. Laissez cela reposer dans votre esprit. Là-bas, en ce moment même, dans le noir entre les étoiles, un monde sans ciel est en train de manger. Et si une planète peut dériver sans étoiles et continuer à grandir, à luire, à changer de seconde en seconde, alors la frontière entre un système vivant et un système mort est bien plus floue que nous n'aimons le croire. Ce qui nous amène aux endroits où la frontière n'est pas floue du tout. Les endroits où l'étoile elle-même est la meurtrière. Chapitre 3. Les étoiles qui dévorent leurs propres enfants. Une naine blanche est ce que devient une étoile comme la nôtre quand elle a fini par épuiser son carburant. Elle se débarrasse de ses couches extérieures doucement dans l'espace, les soufflant en une coquille lumineuse. Et ce qui reste, c'est le noyau nu, écrasé sous sa propre gravité jusqu'à atteindre à peu près la taille de la Terre, mais conservant encore une grande partie de la masse d'un soleil. La densité est presque impossible à concevoir. Une seule cuillère à café de matériaux de naine blanche pèserait autant qu'un camion chargé. Elle ne brûle plus. Il n'y a plus de fusion nucléaire en elle. Elle reste simplement là, blanche de chaleur au départ grâce à la chaleur résiduelle de sa vie, puis se refroidit lentement pendant des milliards et des milliards d'années, une braise dense laissée derrière après que le feu s'est éteint pour de bon. Pendant longtemps, on a considéré ces objets comme des fins propres. L'étoile épuise son carburant, se défait de sa peau, le noyau se refroidit, l'histoire se termine. Une mort bien rangée. Puis on a regardé de près leurs atmosphères et on a trouvé quelque chose qui n'avait absolument rien à y faire. Du métal. La surface d'une naine blanche devrait être presque parfaitement pure, juste de l'hydrogène ou juste de l'hélium, les éléments les plus légers flottant au-dessus. La gravité y est si brutale que tout ce qui est plus lourd coule hors de vue presque immédiatement. Fer, magnésium, silicium, calcium, tous les éléments lourds qui composent la roche et le métal devraient plonger sous la surface visible et disparaître du champ de vision. En quelques jours dans certains cas, en quelques dizaines de milliers d'années dans d'autres, ce qui à l'échelle d'une étoile est un clin d'œil. Alors, quand on pointe un spectrographe vers une naine blanche et qu'on voit ces éléments lourds assis là, dans son atmosphère, brillant dans la lumière stellaire, absorbant leurs couleurs caractéristiques, il n'y a qu'une seule explication possible. Ils sont frais. Ils sont en train de tomber dessus en ce moment même, sous nos yeux. Quelque chose livre de la roche à la surface de cette étoile, morte plus vite que sa propre gravité écrasante, ne peut l'entraîner vers le bas et la dissimuler. Ce quelque chose est une planète, ou plutôt les restes déchiquetés et dispersés d'une planète. Voici le mécanisme sinistre, étape par étape. Une naine blanche conserve encore la majeure partie de la gravité qu'elle avait en tant qu'étoile à part entière, parce qu'elle a gardé l'essentiel de sa masse. Les planètes qui orbitaient jadis autour de l'étoile vivante sont, pour beaucoup d'entre elles, encore là quelque part. Mais le système est devenu instable. Pendant que l'étoile mourait, alors qu'elle gonflait en géante rouge puis s'effondrait et perdait de la masse, l'équilibre gravitationnel s'est déplacé et des orbites qui avaient été stables pendant des milliards d'années ont commencé à dériver. Une planète survivante ou un astéroïde ou ce qui reste d'un monde rocheux jadis tiède se retrouve poussé sur une nouvelle trajectoire. Une trajectoire qui l'amène trop près du petit cadavre dense qui se trouve au centre du système. Et quand il s'approche trop d'un objet aussi compact et aussi lourd, les forces de marée sont sans merci.
La gravité qui tire sur le côté proche de la planète est tellement plus forte que la gravité qui tire sur le côté éloigné que la différence déchire le monde en morceaux. Il est étiré en un anneau de débris, broyé, et puis il pleut sur la surface de l'étoile morte, élément par élément. Une lente autopsie chimique que l'on peut lire dans la lumière depuis des années-lumière de distance. Et ce n'est pas un phénomène rare et bizarre sur lequel on serait tombé une seule fois. Près de la moitié de toutes les naines blanches montrent cette pollution métallique. La moitié d'entre elles, ce qui signifie que, disséminées à travers la Voie lactée, nous avons déjà catalogué des dizaines de millions de systèmes planétaires morts confirmés. Chacun tachant discrètement son étoile avec la poussière des mondes qu'elle réchauffait autrefois. Chacune de ces taches est une planète qui n'existe plus, inscrite dans l'atmosphère de la chose qui l'a détruite. En octobre 2025, une équipe dirigée par Erika Lehort de l'Université de Montréal a publié une étude sur une naine blanche particulière qui pousse ce tableau tout entier à ses limites. L'étoile s'appelle LSPMJ 0207+3331 et elle se trouve à environ 145 années-lumière de nous. C'est un vieux cadavre. Elle se refroidit depuis environ 3 milliards d'années, dérivant tranquillement dans le noir, longtemps après avoir perdu la luminosité qu'elle avait à sa mort. Selon toute attente raisonnable, son système planétaire aurait dû devenir silencieux il y a des lustres. Tous les débris libres depuis longtemps balayés ou éjectés. Le festin terminé, les registres fermés. Au lieu de cela, quand ils ont lu sa lumière, ils ont trouvé son atmosphère polluée par 13 éléments lourds distincts. Fer, nickel, magnésium, silicium, calcium et même du strontium, qui est suffisamment rare pour que ce soit seulement la 5e naine blanche jamais connue à en présenter. 13 éléments, la naine blanche à atmosphère d'hydrogène la plus chimiquement polluée jamais trouvée où que ce soit. Et le strontium est la preuve décisive, parce que le strontium coule hors de vue en environ 35 000 ans, ce qui à ces échelles de temps ne représente rien du tout. La pollution est actuelle. Elle se produit maintenant. Cette braise vieille de 3 milliards d'années se nourrit des restes d'un monde détruit aujourd'hui. En ce moment même, tandis que vous êtes allongé là à écouter, elle draine une planète en elle-même à travers 145 années-lumière d'espace vide. Les astronomes ont déterminé ce qu'elle était en train de dévorer. La chimie de ces 13 éléments indique un corps rocheux massif et différencié. Quelque chose avec un grand noyau de fer dense, d'une composition globale assez semblable à la Terre. Quelque chose, en d'autres termes, qui fut jadis une vraie planète, pas une comète égarée ou un amas de glace. Il y a quelques millions d'années, une poussée gravitationnelle, peut-être l'attraction d'une autre planète survivante, peut-être le passage distant d'une autre étoile, l'a envoyé spiraler vers l'intérieur. Il a été déchiqueté par les forces de marée. Et il est encore en ce moment en train de se déverser sur la surface de l'étoile qui l'a tué. Son noyau de fer se dissolvant dans le cadavre de son propre soleil mort. Il y a un miroir dans tout cela. Et c'est la partie du chapitre qui ne vous lâche pas facilement une fois que vous l'avez vu. Dans environ 5 à 7 milliards et demi d'années, notre propre soleil épuisera son hydrogène. Il gonflera en géante rouge, devenant assez grand pour avaler les planètes les plus proches entièrement. Calcinant en noir tout ce qu'il ne consumera pas directement. Puis il se défera de ses couches extérieures dans l'espace, les soufflant en coquilles lumineuses. Et il s'effondrera en exactement cela, une naine blanche, une braise de la taille de la Terre, refroidissant dans le noir, conservant la gravité de l'étoile qui donna jadis à tout ce système sa chaleur, sa lumière et ses matins, désormais réduite à un charbon pâle et mourant. Et les planètes qui survivront jusque-là, ou les décombres de celles qui n'y parviendront pas, dériveront. Les orbites se déstabiliseront à mesure que le Soleil mourant perdra de la masse. Et un jour lointain, dans un avenir dont personne ne sera témoin, les atomes de la Terre elle-même, le fer de son noyau, le silicium de ses montagnes, le calcium qui fut jadis emprisonné dans l'os vivant, la coquille et la dent, pourraient spiraler vers l'intérieur et pleuvoir sur la surface du Soleil mort comme une fine tache chimique. Un faire-part de décès pour notre monde entier, écrit en métal sur le cadavre de l'étoile que nous orbitons. Composé dans un langage que personne ne sera plus là pour lire. C'est le destin lointain d'un système planétaire. L'étoile dévore ses propres enfants un par un, puis elle se refroidit, la lumière s'éteint, et les enfants deviennent une trace dans son spectre. Mais tous les mondes morts n'ont pas à attendre des milliards d'années que leur étoile meure pour livrer leurs secrets. Certains d'entre eux portent les indices de leur propre fin. Là, juste à la surface, scellés et en attente, sur un monde suffisamment proche pour que nous l'ayons déjà touché de la main. Chapitre 4. La roche dans le tube. À la surface de Mars en ce moment même, dans le ventre d'un robot de la taille d'une petite voiture, il y a un cylindre métallique scellé d'environ la longueur d'un morceau de craie. À l'intérieur se trouve une carotte de roche forée dans le sol d'un ancien lit de rivière en juillet 2024. Et cette roche porte un motif que, si vous la trouviez n'importe où sur Terre, vous appelleriez une empreinte digitale de la vie sans même prendre le temps de réfléchir. La roche a un nom, Cheyava Falls. Elle a la forme d'une pointe de flèche, environ 1 mètre de long et un peu plus d'un demi-mètre de large, et elle se trouve dans un endroit appelé la formation Bright Angel, dans les restes asséchés d'une vallée fluviale à l'intérieur du crater G0. Le rover Perseverance l'a trouvée pendant sa longue et lente traversée du fond du cratère,
a passé ses instruments sur sa surface et les lectures qui sont revenues étaient suffisamment étranges pour que l'équipe scientifique s'arrête, regarde de plus près, puis regarde encore de plus près. Ce qu'ils ont vu en gros plan, c'était des taches. De petites mouchetures sombres qu'ils ont surnommées graines de pavot, disséminées dans la roche, et de plus grands anneaux pâles qu'ils ont surnommés taches de léopard, avec des centres décolorés et des bords plus foncés. Ce ne sont pas des marques décoratives ou des souillures. Sur Terre, des motifs exactement comme ceux-ci se forment à ce que les géologues appellent des fronts réactionnels, les limites où un environnement chimique en rencontre un autre et où des minéraux précipitent le long de la couture, là où la chimie de la roche est en train de changer activement. Et les minéraux qui ont précipité ici, dans ces taches et ces anneaux, sont ceux qui ont rendu l'équipe silencieuse. Deux d'entre eux en particulier. Le premier est la vivianite, un phosphate de fer hydraté. Sur Terre, la vivianite apparaît encore et encore dans les sédiments, dans les tourbières, autour d'eaux enfouies, dans la vase au fond des lacs, dans exactement le genre d'endroit où de la matière organique est morte, s'est décomposée et a réagi avec le fer dans la boue. Le deuxième minéral est la grégite, un sulfure de fer. Et la grégite est celui qui compte le plus, parce que certains microbes sur Terre produisent de la grégite directement. Ils construisent de minuscules cristaux de grégite, dans et autour d'eux-mêmes comme sous-produits de leur mode de subsistance, en tirant de l'énergie du fer et du soufre de la même manière que vous en tirez de l'oxygène et de la nourriture. Mettez les deux minéraux ensemble, disposés comme ils sont disposés dans cette roche, et vous avez quelque chose qui ressemble à une signature sortie d'un manuel. Un microbe qui respire le fer et le soufre, utilisant le carbone organique dans la boue comme nourriture et les minéraux comme ce qu'il laisse derrière lui, produirait exactement ce motif. De la vivianite dans les anneaux et les graines de pavot. De la grégite dans les cœurs des taches de léopard. Des zones décolorées où le fer rouillé et oxydé a été chimiquement extrait et reconstruit en quelque chose de plus pâle et de neuf. La roche ressemble à tous les égards visibles aux résidus laissés par un repas consommé il y a des milliards d'années. L'échappement chimique de quelque chose qui était jadis vivant et affamé au fond d'un lac martien. L'équipe qui a mené l'analyse a été prudente, et la prudence est tout le propos. L'auteur principal de l'étude, Joel Hurowitz de l'université Stony Brook, a abordé directement l'objection évidente, parce que c'est ce que la bonne science fait à son propre résultat le plus enthousiasmant. Est-ce que cela aurait pu se former sans la vie? Des réactions entre de la boue riche en fer et de la matière organique peuvent parfois se produire toutes seules, avec assez de chaleur ou un acide suffisamment puissant, sans aucun organisme vivant impliqué. Alors ils ont cherché les traces de ces conditions. Ils ont vérifié si la roche portait les cicatrices révélatrices de haute température ou d'acide fort, les empreintes que l'explication sans vie aurait dû laisser derrière elle. Ils ne les ont pas trouvées. La roche ne montre aucun signe de la chaleur ou de l'acide que le scénario non biologique nécessiterait, ce qui ne prouve pas la vie. Il est important d'être exact à ce sujet. Cela ne prouve pas la vie. Mais cela retire discrètement la sortie facile, l'explication confortable qui permettrait à tout le monde de se détendre. Le chemin abiotique le plus simple vers ces minéraux semble être fermé. En septembre 2025, après plus d'un an d'examen intense et de revues par les pairs, la NASA a publié les résultats dans la revue Nature et a choisi ces mots avec une précision énorme. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient trouvé la vie sur Mars. Ils ont été très clairs là-dessus. Ils ont dit que l'échantillon, qu'ils ont nommé Saphir Canyon, contient une biosignature potentielle, le candidat le plus solide que la mission ait jamais produit en toutes ces années sur la planète. Un motif qui pourrait avoir une origine biologique, mais qui ne peut être confirmé ni infirmé depuis l'endroit où il se trouve actuellement. Attardez-vous un instant sur cette expression, parce qu'elle fait un travail considérable. Biosignature potentielle, c'est peut-être la paire de mots la plus chargée de toute la science planétaire moderne. Et la retenue qu'elle contient est l'histoire tout entière. Hurowitz lui-même a été ouvertement honnête quant à l'incertitude. Il a admis que quelqu'un pourrait, dans une semaine, un an ou une décennie, réaliser une expérience de laboratoire ingénieuse qui produirait de la vivianite à partir de boue et de matière organique sans aucune biologie. Et si c'était le cas, l'argument s'affaiblirait. La grégite, a-t-il noté, est plus difficile à expliquer de cette façon. Mais plus difficile n'est pas impossible, et impossible est le seul mot qui mettrait réellement fin au débat et permettrait à quiconque de proclamer victoire. Donc la réponse est enfermée dans le tube, et le tube est sur Mars. C'est la partie la plus cruelle de toute cette situation, et plus on y pense, plus c'est douloureux. Nous détenons peut-être en ce moment même, à cette minute précise, la meilleure preuve physique jamais recueillie que la vie est apparue sur un second monde, que l'étincelle s'est produite plus d'une fois, et nous ne pouvons pas la lire. Les instruments fixés sur le rover sont extraordinaires, les machines les plus raffinées jamais envoyées sur une autre planète. Mais ce ne sont pas les instruments dont on a besoin pour trancher une question aussi grande et aussi permanente. Pour cela, il faut la roche elle-même dans un laboratoire sur Terre, sous des machines trop grosses, trop délicates et trop gourmandes en énergie pour être jamais lancées dans l'espace, opérées par des équipes de personnes qui peuvent la tester de 100 façons différentes et ensuite débattre des résultats pendant des années.
La ramener est la partie la plus difficile, et cela ne s'est pas bien passé. Le plan pour récupérer ces échantillons scellés et les rapatrier sur Terre s'est empêtré dans des dépassements de coûts, des problèmes d'ingénierie et des calendriers mouvants, le tout repoussé et redessiné plus d'une fois. L'estimation la plus honnête en ce moment est que la réponse n'arrivera pas avant la 2030, si elle arrive tout court. Ce qui signifie qu'une génération de scientifiques pourrait passer toute sa vie professionnelle en sachant que la réponse existe, scellée dans un cylindre sur une autre planète, sans jamais pouvoir l'ouvrir eux-mêmes. Il y a quelque chose de presque insoutenable dans cette image, si vous vous la représentez vraiment. Un petit tube de métal posé dans l'air mince et froid d'un monde mort, dans le silence couleur de rouille d'un lac asséché, contenant ce qui pourrait être le deuxième échantillon connu de vie jamais trouvé dans l'univers, intact, scellé, en attente. Tandis que les gens qui veulent savoir plus qu'ils n'ont jamais voulu quoi que ce soit, se tiennent à 100 millions de kilomètres de là, les mains ouvertes et vides. Et le monde sur lequel ils reposent n'a pas toujours été ainsi. Le lit de rivière d'où Cheyava Falls a été extrait était jadis une véritable rivière avec de la vraie eau qui s'écoulait sous un véritable ciel, ce qui signifie que Mars, avant de devenir l'endroit froid où nous envoyons des robots creuser dans sa tombe, était quelque chose de tout à fait différent. Pour comprendre la roche dans le tube et ce qu'elle pourrait nous dire, nous devons d'abord comprendre comment la planète qui l'entoure est morte. Chapitre 5. Les deux visages d'une planète morte. Mars a un secret inscrit sur toute sa surface, si grand que pendant longtemps personne ne l'a vu comme un seul fait. La planète a deux visages, physiquement. La moitié nord et la moitié sud sont deux mondes profondément différents portant le même nom. Au nord, des plaines lisses et basses, géologiquement jeunes, faiblement cratérisées plusieurs kilomètres sous l'altitude moyenne. Au sud, un haut plateau ancien et battu, lourdement cratérisé, des kilomètres au-dessus des basses terres du nord. La frontière entre les deux est étonnamment nette. C'est la dichotomie martienne, et elle déconcerte les scientifiques depuis une trentaine d'années. Deux explications s'affrontent. Un impact colossal très tôt autour du PlanetNet ou une convection interne asymétrique qui a épaissi la croûte d'un côté. Les deux expliquent la forme. Aucune n'a remporté le débat. Mais il y a une seconde asymétrie, et c'est la plus troublante. Mars n'a plus de champ magnétique global. Les roches anciennes du Sud conservent un magnétisme fossile, l'empreinte gelée d'un champ qui a existé jadis. Tôt dans sa vie, Mars avait un noyau liquide actif qui générait un bouclier magnétique. Puis, il y a environ 3,9 milliards d'années, le noyau s'est refroidi, la dynamo s'est éteinte et le bouclier a disparu. La cause est probablement la taille. Mars, moitié du diamètre de la Terre, s'est refroidi plus vite. Le feu en son centre s'est consumé tandis que celui de la Terre brûle encore. Tant que ce champ tenait, Mars avait une armure. Elle pouvait garder son atmosphère épaisse, son eau à la surface. Et il y a 3,9 milliards d'années, l'armure est tombée. C'est le moment précis où un planète d'apparence vivante est devenu condamné. Chapitre 6. Comment un monde suffoque. Quand le bouclier a cédé, rien de spectaculaire ne s'est produit. Le Soleil a continué de se lever exactement comme avant. Mais le planète avait commencé à mourir. L'agonie a simplement duré si longtemps qu'aucun être vivant n'aurait pu la remarquer. Le tueur était le vent solaire, un flux constant de particules chargées soufflant à des centaines de kilomètres par seconde. La Terre est protégée par son champ magnétique. Mars ne l'était plus. Le vent frappait le sommet de l'atmosphère directement, arrachant l'air molécule par molécule. La quantité perdue chaque jour était infinitésimale, mais le vent n'a jamais cessé de souffler. Sur des centaines de millions d'années, l'atmosphère de Mars a été emportée dans le noir. La pression à la surface est aujourd'hui inférieure à 1% de celle de la Terre. L'air a essentiellement disparu. À mesure qu'il s'amincissait, l'eau a suivi. Avec moins d'atmosphère pour maintenir la pression et piéger la chaleur, l'eau liquide est devenue impossible. Elle a gelé dans le sol ou s'est évaporée dans l'espace. Un planète qui se vidait de son sang si lentement que le saignement était invisible, mais pas moins mortel. Nous savons que Mars avait cette eau. Le rover Curiosity a prouvé que le cratère Gale fut jadis un lac qui a persisté quelque chose comme 700 millions d'années. La vie animale complexe existe sur Terre depuis moins de 600 millions d'années. Quel que soit le temps dont la vie a besoin pour commencer, Mars l'a eu, grand ouvert. Mars et la Terre ont commencé en même temps, avec les mêmes matériaux. Chacune avec de l'eau liquide, une atmosphère protectrice, tous les ingrédients de base. L'une mène encore l'expérience, l'autre a suffoqué. Et sur une seule différence, la taille, deux planètes voisines ont pris deux chemins entièrement distincts. L'un vers nous, l'autre vers le silence. Chapitre 7. Les mondes sans air autour des étoiles furieuses. La plupart des planètes que nous appelons prometteuses orbitent autour de naines rouges. 3 étoiles sur 4 dans la galaxie entière sont des naines rouges. Elles sont petites, froides, peu lumineuses et bien plus nombreuses que les étoiles comme la nôtre. La pure arithmétique nous pousse vers leur système quand nous cherchons des mondes semblables à la Terre. Mais il y a un piège inscrit dans leur nature même. Une naine rouge est si faible qu'un planète doit se serrer extrêmement près pour être assez chaud pour l'eau liquide, bien plus près que Mercure de notre Soleil. Et les naines rouges ne sont pas douces. Elles sont magnétiquement agitées et explosent en éruptions soudaines et massives de rayonnement de haute énergie.
Des rafales de rayons X et d'ultraviolets qui déferlent sans prévenir. Les pires peuvent être 10 000 fois plus puissantes que les pires éruptions solaires. Un planète blotti aussi près n'a nulle part où se cacher et pas le temps de se remettre. Il prend la pleine décharge de face, encore et encore, sur des milliards d'années. Considérez TRAPPIST-1 à 40 années-lumière avec 7 planètes rocheuses. L'étoile émet environ 6 éruptions par jour, chaque jour. Quand le Webb a observé ce système, les planètes les plus proches ne montraient aucun signe d'atmosphère. Roches nues, décapées. Même les planètes plus éloignées, celles qui devraient être dans la zone tempérée, restaient au mieux ambiguës, les données penchant vers un air mince ou absent. Et TRAPPIST-1 n'est même pas le pire cas. LHS 3844b est un monde rocheux dont l'année dure 11 heures. Sa face diurne brille à plus de 1000 Kelvin. La chaleur ne se redistribue pas comme le ferait une atmosphère. C'est un morceau de basalte nu et calciné. Une braise sans air tournant sous l'éclat d'une étoile qui a brûlé son ciel il y a longtemps. Pas d'atmosphère, pas d'eau, pas d'abri. Et c'est très probablement la règle, pas l'exception. Si la plupart des planètes de la galaxie orbitent autour de naines rouges, et si ces étoiles arrachent les atmosphères de leur monde proche, alors le type de planète le plus courant pourrait être exactement cela. Une roche nue, stérilisée, morte avant que la vie ait eu la moindre chance. Le monde vibrant et vivant commence à ressembler à une exception étroite, fragile, presque improbable. Un planète assez loin d'une étoile assez calme, avec un bouclier qui a tenu, un intérieur resté chaud et une atmosphère qui a survécu. Retirez n'importe laquelle de ces conditions et vous n'obtenez pas la Terre. Vous obtenez Mars ou quelque chose de pire. Chapitre 8. Le fantôme d'un océan. Vénus est ce qui se rapproche le plus d'un vrai jumeau de la Terre. 95% du diamètre terrestre, 80% de sa masse, même roche, même métal, formés au même moment dans la même partie du même disque. Et pourtant Vénus aujourd'hui est l'endroit le plus hostile du système solaire. 460 degrés Celsius à la surface, assez chaud pour fondre le plomb. Atmosphère de dioxyde de carbone 90 fois plus lourde que la nôtre. Nuages d'acide sulfurique. Rien de ce que nous avons posé là n'a survécu plus de quelques heures. Les modèles climatiques suggèrent une jeunesse plus douce. Vénus a peut-être eu des océans d'eau liquide pendant 2 à 3 milliards d'années, avant qu'un emballement de l'effet de serre ne transforme le planète en four. Le Soleil, en s'éclaircissant avec l'âge, a évaporé les océans. La vapeur d'eau, elle-même puissant gaz à effet de serre, a piégé plus de chaleur, ce qui a évaporé plus d'eau, dans une boucle qui s'est nourrie d'elle-même. Pendant la plus grande partie du temps où la Terre a existé, sa jumelle d'à côté était peut-être aussi un monde aquatique. Puis quelque chose l'a fait basculer par-dessus un bord sans retour. L'océan est parti. Complètement. Mais même maintenant, on peut voir la forme de son absence. L'empreinte est dans l'air et elle se résume à un rapport deutérium contre hydrogène ordinaire. L'hydrogène léger s'échappe plus facilement dans l'espace que le deutérium plus lourd. À mesure qu'un océan s'évapore et se vide dans l'espace sur des centaines de millions d'années, le deutérium se concentre, et le rapport grimpe puis reste grimpé, gelé comme un enregistrement permanent. Vénus a environ 150 fois plus de deutérium par rapport à l'hydrogène ordinaire que la Terre. Ce n'est pas la signature d'un planète né sec. C'est la cicatrice chimique d'une quantité énorme d'eau qui a existé puis s'est échappée dans l'espace, un atome léger à la fois, laissant son empreinte lourde suspendue dans l'air empoisonné. Le premier article annonçant la mesure portait simplement le titre « Vénus était humide », et c'est le détail qui devrait changer votre regard quand vous levez les yeux. Nous pouvons lire ce même type de signature à distance, dans la lumière stellaire qui filtre à travers l'atmosphère de planètes lointaines. Quelque part là-bas pourrait se trouver un monde calciné dont nous lirons le fantôme de sa mère disparu dans le même hydrogène lourd, la même écriture chimique. Vénus nous montre qu'un monde mort garde ses secrets dans l'air, que l'absence elle-même peut être mesurée. Chapitre 9. Quand la vie devient la meurtrière. La première extinction massive dans l'histoire de la Terre n'a pas été causée par un astéroïde. Ce n'était ni un volcan, ni une ère glaciaire, ni quoi que ce soit frappant la planète de l'extérieur. La catastrophe la plus meurtrière de l'histoire primitive de la vie a été causée par la vie elle-même. Et l'arme, c'était l'air. Il y a 2,5 milliards d'années, la Terre était déjà vieille. Couverte d'océans, grouillante de vie unicellulaire qui évoluait depuis plus d'1 milliard d'années. Mais le monde de cette époque vous serait totalement étranger. Pas de ciel bleu. Presque pas d'oxygène libre dans l'atmosphère. L'air était un mélange de méthane, de dioxyde de carbone et d'azote. Et les êtres vivants avaient évolué pendant plus d'1 milliard d'années pour prospérer exactement dans ces conditions. Pour eux, l'oxygène était du poison, aussi mortel que le chlore pour vous. Ce qui a détruit ce monde, c'est une invention. Les cyanobactéries ont découvert la photosynthèse, utilisé la lumière du soleil pour décomposer l'eau et le dioxyde de carbone en nourriture. L'innovation la plus réussie de toute l'histoire du planète, qui alimente encore aujourd'hui presque tout ce qui est vivant. Mais elle a un déchet, l'oxygène. Une seule cellule faisant cela ne signifie rien. Un filet de poison perdu dans un vaste océan. Mais les cyanobactéries se sont répandues à travers les océans du monde entier. Pendant des centaines de millions d'années, elles n'ont jamais cessé d'exhaler. Lentement, implacablement, cellule après cellule, elles ont pompé de l'oxygène dans les mers puis dans le ciel.
D'abord, les océans l'ont absorbé, réagissant avec le fer dissous et le déposant au fond en couche que nous minons encore. Puis, le fer s'est épuisé et l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'air libre. C'est la grande oxydation, et ce fut un apocalypse. 80 à 99% de toute la vie sur Terre pourrait avoir été anéantie. La biosphère avait construit l'instrument de sa propre destruction quasi totale, un souffle à la fois, sur un temps si vaste qu'aucune génération unique n'aurait pu remarquer que l'air se retournait contre elle. Et maintenant, retournez le tout, parce que l'inversion est là où cela devient profond. L'oxygène qui a failli tout détruire est le même que vous respirez en ce moment. Le poison est devenu le carburant. La catastrophe est devenue la fondation de tout ce qui a suivi. L'oxygène transporte bien plus d'énergie que l'ancienne chimie. Une fois que la vie s'est adaptée à l'utiliser, l'énergie abondante a ouvert la porte aux organismes plus grands, plus complexes, aux animaux, au cerveau, à vous. Mais ce résultat n'était pas garanti. D'autres mondes ont pu connaître leur propre version de cette transition et échouer. Une biosphère qui s'empoisonne elle-même et ne s'en remet jamais. Pas d'animaux, pas de complexité, pas de chapitre suivant. Juste un monde mort qui fut brièvement, microscopiquement vivant, puis ne le fut plus. La grande oxydation suggère qu'il existe un second filtre aussi mortel, tapis bien après l'étincelle. Un monde peut faire démarrer la vie, la laisser prospérer pendant 1 milliard d'années, et la regarder s'étrangler dans sa propre réussite. Et les mondes qui échouent à ce test ressembleraient, vus de loin, à des mondes où rien ne s'est jamais passé. Chapitre 10. Les mondes qui ne se sont jamais réveillés. Il y a un mot que nous utilisons constamment de façon vague, et cette imprécision cache un gouffre. Le mot est habitable. On dit d'une planète qu'elle est habitable quand elle pourrait en principe accueillir la vie. La bonne taille, la bonne température, l'eau liquide possible à la surface, les conditions de base toutes remplies et cochées. Mais habitable ne signifie pas habiter, cela ne l'a jamais signifié. Un monde peut avoir absolument tout ce dont la vie a besoin et rester pourtant complètement, éternellement, parfaitement vide. Les conditions ne sont que la scène, elles ne garantissent pas qu'un acteur y montera jamais. Un théâtre peut être construit, éclairé, chauffé et maintenu prêt pendant 1 milliard d'années. Et le rideau peut ne jamais se lever. C'est le fossé qui se tient silencieusement sous tout ce dont nous avons parlé cette nuit. Et il est bien plus large que la plupart des gens ne le réalisent. Nous avons trouvé des milliers de planètes désormais, et un nombre croissant d'entre elles se trouvent dans la zone confortable autour de leur étoile, à la bonne distance pour l'eau liquide. Les gros titres les appellent potentiellement habitables, et l'expression fait un vrai travail sur l'imagination. Mais chacun de ces gros titres cache silencieusement la même énorme inconnue. Nous n'avons aucune idée si la vie apparaît de manière fiable quand les conditions le permettent, ou si les conditions peuvent être parfaites pendant des milliards d'années sans que rien ne se passe jamais. La raison pour laquelle nous ne le savons pas est presque embarrassante dans sa simplicité, et aucune quantité d'ingéniosité n'a pu la contourner. Nous avons exactement un seul exemple. Un seul. La Terre est la seule planète dans tout l'univers connu où nous sommes certains que la vie existe. Chaque théorie que nous avons sur la fréquence de la vie, la facilité avec laquelle elle commence, la fiabilité avec laquelle un monde habitable devient un monde habité, repose sur ce seul point de données. Et on ne peut pas tracer une courbe à travers un seul point. Essayez. Un seul point sur un graphique est compatible avec n'importe quelle ligne que vous souhaitez tracer à travers lui, incliné dans n'importe quelle direction, racontant n'importe quelle histoire. Un seul exemple vous dit que la chose est possible. Il ne vous dit presque rien sur sa probabilité. Cela divise les gens qui étudient l'origine de la vie en deux camps, et l'écart entre eux est vertigineux une fois que vous voyez à quel point il est large. D'un côté, des chercheurs qui regardent la rapidité avec laquelle la vie semble être apparue sur Terre, presque dès que la planète a été assez froide et humide, et concluent que la vie est quasi inévitable. De l'autre côté, des chercheurs qui font remarquer que le saut de la chimie complexe au premier être véritablement vivant et autorépliquant est prodigieusement, presque inimaginablement improbable. Et voici la vérité véritablement troublante au centre de tout cela. Les mêmes données soutiennent les deux points de vue de manière égale. Le seul point de données que nous possédons, notre propre existence, est parfaitement compatible avec la vie étant partout et tout aussi compatible avec la vie étant presque nulle part. Donc les mondes là-bas dans les zones confortables grouillent peut-être de vie. Des océans entiers de vie, un ciel et un sol épais de vie. Ou ils sont peut-être le genre de mort le plus total qui soit. Le genre qui a eu toutes les chances et n'en a saisi aucune. Des planètes avec de vrais océans et des ciels stables et 4 milliards d'années ininterrompues d'opportunités. Où la chimie n'a tout simplement jamais franchi la ligne vers la vie. Où les mers roulaient et la pluie tombait et les couchers de soleil venaient et repartaient au-dessus d'une surface où rien n'a jamais regardé un seul d'entre eux. Habitable tout le temps. Habité jamais. C'est une étrange et particulière forme de solitude que de ne même pas savoir si l'on est seul. Se tenir sur le seul monde dont on est absolument certain qu'il est vivant, respirer son air, et n'avoir aucun moyen de dire s'il est l'un parmi des milliards de mondes vivants, ou véritablement le seul. Et même quand nous finissons par pointer nos meilleurs instruments vers ces mondes lointains et prometteurs, même quand nous lisons leur air et mesurons leur lumière et décortiquons leur chimie,
Il y a un problème plus profond qui se cache dans l'acte même de mesurer. Tout ce que nous voyons là-bas est déjà ancien. Nous ne regardons jamais le présent. Nous ne lisons que le courrier des morts. Chapitre 11. Lire le courrier des morts. Regardez n'importe quelle étoile ce soir et vous ne la voyez pas telle qu'elle est. Vous la voyez telle qu'elle était. La lumière qui entre dans votre œil a quitté cette étoile il y a des années, des siècles, ou dans certains cas bien avant qu'il y ait des êtres humains sur Terre pour lever les yeux. La lumière est rapide, plus rapide que tout ce qui existe. Mais l'espace est si vaste que même la lumière met du temps à le traverser. Du vrai temps, parfois des quantités énormes. Chaque point de lumière dans le ciel nocturne est une lettre écrite il y a longtemps et qui arrive seulement maintenant à votre œil. Cela porte une conséquence qui est véritablement obsédante une fois qu'on la suit jusqu'au bout. Quelque part dans le ciel que vous pouvez voir ce soir, il y a presque certainement une étoile qui n'existe plus. Une étoile qui a épuisé son carburant et qui est morte, qui s'est effondrée, a explosé ou s'est éteinte tranquillement il y a des années, des décennies ou des siècles. Mais la nouvelle de sa mort ne nous est pas encore parvenue, elle est encore en transit. La lumière que cette étoile a envoyée alors qu'elle était encore vivante et brillante est encore en train de traverser le gouffre entre nous. Elle arrive encore. Elle peint encore fidèlement ce point dans notre ciel comme si rien ne lui était arrivé. Nous regardons une étoile vivante qui est déjà un cadavre et il n'y a aucun moyen de savoir laquelle. Maintenant, portez cette idée vers l'extérieur, vers les mondes que nous chassons, parce que c'est exactement là que cela cesse d'être une belle curiosité et devient une limite dure et permanente sur tout ce que nous pouvons espérer savoir. Quand nous mesurons l'atmosphère d'une planète autour d'une autre étoile, nous ne voyons pas cette planète telle qu'elle est maintenant. Nous la voyons telle qu'elle était quand cette lumière l'a quittée, il y a des années, des décennies ou des siècles, selon sa distance. Ce qui signifie qu'un monde que nous marquons sur nos cartes comme un candidat prometteur pour la vie pourrait être mort depuis longtemps, bien longtemps, avant que sa lumière ne nous atteigne. L'atmosphère qui nous enthousiasme tant pourrait avoir déjà disparu. Nous lisons, en un sens très réel et inévitable, l'histoire planétaire bien plus que nous n'observons les planètes. Tout ce que nous étudions là-bas s'est déjà produit. Nous déchiffrons la biographie de la galaxie, jamais son direct. Chapitre 12. La fenêtre qui se déplace. On parle de la zone habitable comme si c'était un lieu, un anneau tracé autour d'une étoile. À l'intérieur de l'anneau, trop chaud, l'eau bout. À l'extérieur de l'anneau, trop froid, l'eau gèle. Et au milieu, la ceinture confortable, la bande tempérée où les mondes peuvent vivre et respirer. C'est une image utile. Mais c'est aussi, d'une façon discrète, faux. Parce que la zone habitable n'est pas vraiment un lieu du tout. C'est un moment. Les étoiles ne restent pas identiques au cours de leur longue vie. Elles changent régulièrement et inexorablement. Et l'un des plus inéluctables de ces changements est qu'elles deviennent plus lumineuses. Une étoile comme notre Soleil croît lentement en luminosité à mesure qu'elle vieillit, brûlant plus chaud et plus brillamment à mesure qu'elle consomme son carburant. Notre propre Soleil est quelque chose comme 30% plus brillant maintenant qu'il ne l'était quand la Terre s'est formée. Et à mesure qu'une étoile s'éclaire, la zone confortable autour d'elle ne reste pas en place. Elle glisse vers l'extérieur, abandonnant les mondes qui s'y trouvaient confortablement et s'étendant vers des mondes qui étaient jadis bien trop froids. L'anneau de chaleur n'est pas cloué en place. Il migre. Ainsi, la bande d'habitabilité rampe vers l'extérieur avec le temps, comme le bord d'une ombre se déplaçant à travers un sol au fil de l'après-midi. Une planète qui était parfaitement placée tôt dans la vie de son étoile, assise en plein dans le point tempéré idéal, peut se retrouver, au fil de milliards d'années, lentement grillée à mesure que la zone passe devant elle et que l'étoile devient féroce. Et pendant ce temps, un monde gelé plus loin, prisonnier de la glace et depuis longtemps considéré comme perdu, peut sentir la chaleur ramper vers lui de plus en plus près, jusqu'au jour où la zone arrive enfin, la glace commence à fondre et le monde se réveille. Cela recadre la question entière de qui est là-bas et la transforme en quelque chose de plus étrange et de plus solitaire qu'il n'y paraît au premier abord. La question n'a jamais été vraiment seulement de savoir si la vie existe quelque part d'autre dans la galaxie. C'est de savoir si la vie existe quelque part d'autre en même temps que nous. Deux mondes pourraient chacun avoir leur fenêtre de chaleur, chacun s'épanouir richement de vie, et se manquer complètement, passer comme des bateaux dans le brouillard parce que leur fenêtre s'ouvre à 1 milliard d'années d'intervalle. La galaxie pourrait être pleine à ras-bord de vie qui est déjà venue et repartie. Des ruines, des fantômes et de la vieille lumière. Et pleine de vie pas encore arrivée. Des graines qui attendent dans le froid une chaleur encore en chemin. Et nous pourrions être là, dans notre propre tranche étroite de chaleur, absolument seuls. Non pas parce que l'univers est vide, mais parce que nous sommes en avance, ou en retard, ou simplement en décalage avec tout le monde. Notre moment ne chevauchant le moment de personne d'autre. Imaginez un long couloir bordé de fenêtres des deux côtés, et derrière chaque fenêtre un monde différent, et la chaleur de l'après-midi se déplaçant lentement le long du couloir comme une tache de soleil traversant un sol à mesure que la journée tourne. À chaque instant, seules quelques-unes de ces fenêtres sont éclairées. Seules celles sur lesquelles la tache de chaleur se trouve en ce moment. Être vivant, sur n'importe quel monde,
c'est se trouver dans la tâche éclairée au moment où elle se repose brièvement sur votre fenêtre particulière, à votre moment particulier. Et la chaleur ne s'attarde nulle part. Elle poursuit sa route. Elle poursuit toujours sa route. C'est le recadrage discret que tous les mondes morts nous imposent au bout du compte. Nous avons passé toute cette longue nuit à regarder des planètes qui sont mortes. Et l'instinct naturel à chaque fois est de demander ce qui les a tuées. De trouver le coupable, le bouclier qui est tombé sur Mars, l'emballement de chaleur qui a emporté Vénus, les éruptions qui ont décapé les mondes autour des naines rouges, l'oxygène qui a failli mettre fin à la Terre primitive. Mais sous chacune de ces morts spécifiques se trouve une vérité plus fondamentale et plus universelle. L'habitabilité est temporaire par sa nature même, construite pour expirer. Chaque monde vivant vit sur du temps emprunté, à l'intérieur d'une fenêtre qui est déjà en train de glisser lentement, silencieusement, même tandis que la vie prospère. Donc un monde mort n'est pas toujours un monde qui a échoué à quelque chose, qui a fait une erreur ou qui a manqué de chance. Parfois, c'est simplement un monde dont le moment a pris fin comme prévu, dont la fenêtre s'est fermée comme toutes les fenêtres se ferment. Ce qui signifie que la mort pour une planète n'est pas vraiment un accident ou une catastrophe. C'est la situation par défaut. C'est simplement ce qui vient après. Chapitre 13. La longue vie d'après d'une planète. Quand un monde meurt, il ne disparaît pas. C'est la chose que nous nous trompons presque toujours, en imaginant la mort planétaire comme une sorte de fin dramatique et définitive, une lumière éteinte et un rideau tombé. Mais une planète qui perd son atmosphère ou gèle entièrement, ou dont l'étoile s'éteint au-dessus d'elle, ne s'évanouit pas en un éclair ou en un nuage de fumée. Elle devient simplement silencieuse. Elle devient un cadavre, sans air, froid et immobile. Et puis elle continue d'orbiter en parfait silence pendant des milliards d'années de plus qu'elle n'a jamais été vivante. La mort n'est pas la fin de la planète. C'est juste la fin de la partie où il se passe quelque chose. C'est l'étrange arithmétique du temps planétaire et il vaut la peine de s'y attarder. La phase vivante d'un monde, la partie avec l'eau et l'air et la météo et la possibilité que quelque chose remue est brève, stupéfiamment brève, comparée à l'ensemble. La phase morte est presque éternelle. La mort n'est pas la partie courte et tragique de l'histoire d'une planète. La vie est la partie courte, l'éclat. La mort est le long, patient et silencieux reste, l'écrasante majorité du récit. Et pourtant, même dans tout ce long silence, rien ne s'arrête véritablement. Le cadavre d'un monde n'est pas inerte, pas fini, pas terminé dans sa participation. Il est seulement lent, car c'est au bout du compte ce que deviennent les mondes morts. De la matière première, un inventaire. Le fer, le silicium, le carbone et l'oxygène qui composaient jadis, une planète avait eux-mêmes été forgés à l'intérieur d'étoiles plus anciennes bien avant que cette planète n'existe, et s'étaient rassemblés quand sa propre étoile s'est formée à partir d'un nuage qui s'effondrait. Quand le monde meurt et finit par se disperser, ces atomes ne sont pas détruits. Les atomes sont très difficiles à détruire. Ils se dispersent et ils attendent, parfois pendant des milliards d'années. Et au fil de ces immenses étendues de temps, ils sont balayés dans de nouveaux nuages, qui s'effondrent en de nouvelles étoiles, qui engendrent de nouveaux disques de débris, qui se rassemblent, s'agglomèrent et grandissent en de nouvelles planètes. Les atomes qui furent jadis un monde mort deviennent, avec le temps, partie d'un monde vivant pas encore né. La tombe nourrit le berceau. Il n'y a pas de commencement clair à ce cycle et pas de fin claire. Pas de premier maillon dans la chaîne et pas de dernier. Chaque atome de votre corps a été forgé à l'intérieur d'une étoile qui est morte bien avant que le Soleil n'existe. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os et vos dents, l'oxygène qui remplit vos poumons en ce moment même, tout cela a été cuit dans des fourneaux stellaires puis dispersé à travers l'espace par des morts stellaires, puis rassemblé à nouveau dans le nuage qui est devenu la Terre, et finalement en vous. Vous êtes fait des restes recyclés d'étoiles mortes et presque certainement du matériau dispersé de mondes morts qui ont terminé leur histoire avant même que la nôtre ne commence. Le cimetière est aussi la pouponnière. Ce ne sont pas deux endroits différents. C'est le même endroit vu à des moments différents dans la lente rotation de la roue. Et c'est là que l'effroi qui a couru à travers toute cette longue nuit commence enfin à s'adoucir en quelque chose d'autre. Pas le réconfort exactement. Quelque chose de plus stable et de plus durable que le réconfort. Rien dans l'univers n'est permanent. Pas les étoiles, pas les planètes, pas la fenêtre étroite de chaleur qui rend un monde brièvement habitable. Pas nous, pas le sol sous vous. Tout ce que nous avons regardé ce soir est en route vers une fin, y compris le sol même sur lequel vous êtes allongé. Mais rien n'est jamais véritablement gaspillé non plus. C'est l'autre moitié de la vérité. Et elle est tout aussi réelle et tout aussi solide que la première moitié. Les deux masses de théia enfouies sous vos pieds ne sont pas seulement une tombe, pas seulement une chose morte rangée et oubliée. Elles font partie de l'intérieur vivant et fonctionnel de cette planète. Elles façonnent encore la façon dont la chaleur remonte à travers la Terre. Elles influencent encore le lent brassage profond qui entraîne la dérive des continents et alimente les volcans, et maintient en marche toute la machine de la surface. Le monde mort est tissé directement dans le monde vivant. Il n'a jamais cessé de participer au monde dont il est devenu partie. Il a seulement changé ce qu'il faisait, passant d'être une planète à être le cœur profond de l'une d'elles. Donc les mondes là-bas dans le noir, les planètes errantes, les roches décapées,
les enveloppes gelées et silencieuses, les fantômes d'océans disparus suspendus dans un air empoisonné, ne sont pas simplement les rebuts de l'univers, ses déchets, ses ratés balayés dans un coin. Ils sont son inventaire, sa matière première en réserve, les pièces qu'il n'a pas encore eu le temps de réutiliser. Chaque monde mort là-bas est aussi, avec suffisamment de temps, et le temps est la seule chose que l'univers possède en quantité illimitée, le commencement brut d'un monde qui n'existe pas encore. Ce qui ne laisse qu'un seul monde ce soir encore sans avoir été examiné. Celui encore chaud, celui encore en rotation dans sa fenêtre ouverte, dans sa tâche éclairée, dans son moment. Celui sur lequel vous êtes allongé en ce moment même. Chapitre 14. Le monde vivant, pour l'instant. Faisons les comptes clairement et honnêtement de la manière dont on pourrait tranquillement équilibrer un bilan tard dans la nuit quand la maison est devenue silencieuse et qu'il n'y a personne à qui donner le change. La Terre est habitable depuis environ 4 milliards d'années. C'est la partie déjà dépensée, l'encre déjà sèche. Et la partie qui reste, avant que le soleil qui s'éclaire lentement ne rende la vie complexe à la surface impossible, est de l'ordre d'1,5 milliard d'années. Les chiffres ne sont pas exacts et les scientifiques débattent des marges. Mais la forme générale de la chose est assez claire, et c'est la forme qui compte ici. Nous avons dépassé le point médian, nous ne l'approchons pas, nous ne nous en rapprochons pas, nous l'avons dépassé. Si vous tracez toute la vie habitable de la Terre comme une seule longue soirée, du premier rayon du matin au dernier du crépuscule, alors le soleil est déjà bien descendu vers l'horizon ouest. Il y a encore de la lumière, il y a encore beaucoup de lumière, assez pour voir, assez de temps. Mais c'est la lumière dorée et oblique de l'après-midi, pas la lumière fraîche du matin. La plus grande part du temps vivant de la Terre est derrière elle maintenant, pas devant. Ce n'est pas une prédiction, ni une peur, ni un présage de malheur. C'est simplement de l'arithmétique appliquée à la même physique simple qui gouverne chaque étoile du ciel, appliquée honnêtement à la nôtre. Et nous savons à peu près à quoi ressembleront les dernières heures de cette soirée, parce que nous avons passé cette nuit entière à les regarder directement sur les mondes d'à côté. Mars nous montre l'une des fins, Vénus nous montre l'autre. Le propre avenir lointain de la Terre rime avec les deux, tour à tour. Mais il y a une chose que la Terre possède que Mars et Vénus n'ont jamais eue, et ce n'est pas l'eau, et ce n'est pas une atmosphère, et ce n'est pas un champ magnétique, et ce n'est pas une orbite chanceuse. C'est nous. Ou pour le dire plus précisément, c'est la conscience. Aucune autre espèce sur cette planète en 4 milliards d'années n'a jamais compris où son monde se situe dans le long arc des choses. Les dinosaures ont régné pendant plus de 150 millions d'années et n'ont jamais su que le soleil finirait par s'éclairer et faire bouillir les mers. Les cyanobactéries qui ont failli anéantir toute la vie n'ont jamais su qu'elles le faisaient, n'ont jamais su qu'il y avait un cela à faire. Pendant presque toute l'histoire de la vie sur Terre, les êtres vivants ont vécu entièrement à l'intérieur de leur propre moment, sans aucune conscience que le moment était un moment, qu'il avait commencé et qu'il finirait. Et puis, de manière stupéfiante, tout récemment, dans la dernière tranche de cette longue histoire, une seule espèce a fait les calculs, a déterminé l'âge véritable de la planète sous elle, a déterminé la durée de vie de l'étoile au-dessus d'elle, le lent et inévitable éclaircissement, la fenêtre de chaleur, et où exactement nous nous trouvons à l'intérieur de celle-ci. A regardé les mondes morts tout autour de nous, et a compris pour la première fois dans toute l'histoire de cette planète vivante ce qu'ils étaient vraiment, et ce qu'ils signifiaient pour nous. Et cette connaissance n'a que quelques décennies. Presque tout ce dont nous avons parlé au cours de cette longue nuit, le corps enfoui de Theia retenu au cœur de la Terre, les planètes errantes pesées pour la première fois dans le noir, les naines blanches se nourrissant des restes broyés de leurs propres enfants, la biosignature potentielle scellée dans son tube sur Mars, le fantôme de l'océan disparu de Vénus encore suspendu dans son air, tout cela a été appris au cours d'une seule vie humaine, de mémoire d'homme. Nous sommes la première génération de la première espèce sur le seul monde vivant que nous connaissons à pouvoir voir toute la forme de l'histoire d'un seul regard. Début, milieu et fin, étalés ensemble. Et c'est une chose étrange, lourde et presque insoutenable à recevoir. Être vivant dans l'unique aire étroite où la fenêtre est ouverte et la chaleur est là, et le soleil est encore une lumière dorée douce et régulière dans le ciel. Et être aussi les tout premiers à jamais pouvoir comprendre pleinement que rien de tout cela n'est permanent, que la fenêtre se fermera, que la chaleur poursuivra sa route le long du couloir. Savoir que nous nous tenons dans la tâche éclairée tandis qu'elle se repose pour l'instant sur notre fenêtre particulière. Et lever les yeux quand même, continuer à lever les yeux, en sachant tout cela. La galaxie est un archive de longues soirées, une vaste collection de mondes, chacun figé à une heure différente de la même histoire unique. Certains sont encore dans leur froid matin, emprisonnés dans la glace, attendant une chaleur qui n'est pas encore arrivée, et qui pourrait arriver bien après notre disparition. Certains sont au cœur de leur après-midi doré, comme le nôtre, chaud et en rotation et brièvement, glorieusement éveillés. Certains sont devenus sombres et silencieux il y a des lustres, et seule leur vieille lumière nous atteint encore à travers le gouffre. Des lettres d'expéditeurs depuis longtemps disparus, et quelques-uns, ça et là, dispersés à des distances impossibles les uns des autres, peut-être en ce moment même, exactement là où nous sommes, chauds et en rotation et brièvement conscients,
avec quelqu'un ou quelque chose à la surface, levant les yeux dans leur propre nuit et se posant les mêmes questions que celles que nous nous posons ce soir ensemble. Il se trouve que nous sommes à l'intérieur d'une autre en ce moment. La fenêtre est ouverte, la lumière est encore dorée. Le sol sous vous est chaud, vivant et en rotation, le visage vivant d'un monde qui a fusionné il y a longtemps avec un monde mort et qui porte encore ce cœur mort, nous emportant avec lui à travers un moment qui ne durera pas et n'a pas besoin de durer. Alors tant qu'il fait encore assez chaud pour lever les yeux, levez les yeux. C'est tout ce qu'il y a à dire vraiment. Il n'y a rien de plus à ajouter et rien qui ait besoin d'être ajouté. La soirée est longue et elle est à nous, et il fait encore pour l'instant assez clair pour voir.